L'archéologie, c'est vraiment une discipline, c'est une science, c'est une vocation de développer nos connaissances d'un passé commun, celui de l'humanité. Ça n'a strictement rien à voir avec les récupérations sauvages qui peuvent s'opérer un peu partout aujourd'hui dans le monde, et surtout, malheureusement, dans la sphère des pays qui n'ont pas les moyens de développer des systèmes de protection de leur patrimoine immergé. Il y a le monde de l'archéologie que j'ai côtoyé en presque 10 000 heures de plongée, en travaillant moi-même sur des sites où j'ai des souvenirs, je ne peux même plus les trier tellement j'en ai, et puis il y a des images. Quand on passe par le sous-marin, c'est-à-dire par le robot, on arrive à très grande profondeur et là on se retrouve de plus en plus avec des sites totalement vierges. Et quand on arrive sur ces sites qui sont des espèces de cimetières géants dans la pénombre, on arrive avec nos éclairages et moi j'ai des images absolument extraordinaires, notamment sur un paquebot italien qui se trouve par 500 mètres de fond, qui est encore présent sur le fond. C'est un paquebot qui avait été réquisitionné pour transporter des troupes et qui a été torpillé en 1943. Et là, c'est assez extraordinaire parce qu'avec avec nos phares, en longeant le paquebot, il y avait encore tous les grands salons et il y a tous les hublots des grands salons et on a l'impression que quelqu'un circule à l'intérieur de l'épave et qu'il nous éclaire l'épave en même temps qu'on se déplace. Alors évidemment, tout ça est complètement relatif, mais ça crée des images qu'on emporte, je crois, pour une vie. Les archéologues sous-marins sont des humains, donc nécessairement, pour leur intervention propre, c'est-à-dire in situ, avec les bouteilles sur le dos, on est très vite limité, hein, c'est les limites qui sont des limites physiologiques, voire psychologiques de la plongée. L'essentiel des interventions des archéologues sous-marins dans le monde, c'est entre 0 et 40, 50, 60 mètres. Ce sont généralement les industriels ou les militaires qui, lors de leurs essais ou de leurs travaux, ont identifié des vestiges sous-marins, en ont déclaré la découverte à des archéologues qui ont eu du même coup vocation à les étudier. Et c'est dans ce contexte que les archéologues, assez tôt dans des pays comme le nôtre, la France est un pays leader dans le domaine de la recherche archéologique sous-marine, se sont efforcés de trouver des méthodes, des moyens d'approcher ces vestiges. En France, les archéologues, s'entend, ont commencé à étudier ou tenter d'étudier des épaves par grande profondeur dès le début des années 80. Quand je dis très grande profondeur, c'est au-delà de 100, 200, 300 mètres. Ce sont souvent les sites archéologiques les mieux protégés. Et donc très tôt, on a essayé de se rapprocher d'abord des industriels et des militaires afin de bénéficier de leurs compétences, de la technologie qu'ils mettaient en œuvre. Et puis ensuite, les archéologues, c'est mon cas, hein, ont développé des programmes de recherche spécifiques. J'ai moi-même développé à partir de 2007 en France avec des partenaires roboticiens et maintenant avec des partenaires roboticiens de l'université Stanford en Californie, des systèmes de plongée, des systèmes robotisés pour développer ce que j'ai appelé l'archéologie des abysses. En réalité, le sous-marin habité, on en a utilisé nous-mêmes. Moi-même, j'ai utilisé des sous-marins habités, mais c'est plutôt une visite dans ces cas-là d'un site archéologique. Pour étudier un site archéologique, on a besoin de toucher, on a besoin de s'en approcher, et dans ces cas-là, plutôt que le submersible, aujourd'hui, on est tourné maintenant vers les ROV, hein, des systèmes donc, qui peuvent être soit philo-guidés, soit éventuellement sur des AUV, qui sont des systèmes autopilotés. Évidemment, nous bénéficions des compétences développées par les autres, mais il y a peu de pays qui ont développé des compétences, en France notamment, les grands chantiers de référence. L'un d'entre eux, je suis désolé de le citer comme tel, mais c'est la fouille que j'ai pu mener moi-même à Bornéo. C'est une épave qui était à grande profondeur, qui avait été trouvée à l'époque par le groupe Elf Brunei, au sultanat de Brunei, donc à Bornéo, et où là on a mis à disposition des moyens techniques, des robots, des sous-marins habités et de la plongée très high-tech. Je pense que ça a été un déclic en tout cas pour la France et du même coup pour beaucoup de pays qui se sont inspirés de ce que nous avons fait. La Lune, c'est une épave tout à fait extraordinaire, hein. C'est un navire de la première marine de Louis XIV, un grand vaisseau de la marine, perdu en 1664 devant Toulon au retour d'une expédition sur les côtes barbaresques. Et la Lune a été découverte par un sous-marin, d'ailleurs celui d'Ifremer, le Nautile, en 1993. Et là, on s'est vite rendu compte, lors de la première expertise, on s'est dit, les archéologues n'ont pas les moyens aujourd'hui d'étudier ce site, parce que c'est un site géant, magnifiquement conservé, c'est une espèce de vasa, par 90 mètres de fond. Et donc, pendant des années, on a cocooné le site et on y réfléchissait en se disant, mais comment il faudrait, il n'y a qu'à, voilà. Et donc, en 2012, moi, j'ai lancé un programme de recherche sur cette épave et j'ai décidé que la Lune allait devenir notre chantier laboratoire, précisément pour développer, inventer, innover,
construire une robotique spécifique adaptée aux besoins des archéologues sous-marins. Il est certain qu'aujourd'hui, on songe à la technologie pour assurer une protection, mais d'abord une protection contre les intrusions d'origine anthropique, c'est-à-dire les risques de pillage. Il est évident qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans la technologie, comme chacun protège son domicile avec des systèmes d'alarme, des caméras, on peut envisager un jour de protéger nos épaves de cette manière-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la technologie apporte, parce que les archéologues et leurs confrères, je dirais, qui travaillent dans les laboratoires de restauration et de conservation, développent sans cesse de nouvelles méthodes qui permettent de mieux conserver, de restaurer et donc de préserver les objets que nous prélevons sur le fond de manière à les présenter au public, parce que la légitimité, c'est pas pour l'archéologue d'être un peu comme Harpagon sur sa cassette, d'étudier ces objets que pour lui, c'est in fine quand même d'apporter au champ de la connaissance d'une part, et puis de restituer au public cette part de son histoire. Pour les grandes profondeurs, c'est-à-dire sur les thématiques sur lesquelles je travaille, je pense qu'à terme, on verra apparaître des humanoïdes qui seront ce que nous essayons de mettre au point aujourd'hui, qui ne seront pas plus vraiment des robots, mais presque déjà des avatars d'archéologues sous-marins. C'est-à-dire qu'on verra à travers leurs yeux, on travaillera à travers leurs mains, on réagira. L'idée, c'est qu'un jour, on puisse travailler à très grande profondeur avec des humanoïdes sur le fond, avec le sentiment qu'on y est nous-mêmes sur le fond.